Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et oui, faut que ça change dans Sud Radio comme chaque semaine. Cette émission qui parle de la question du handicap, la question de l'autonomie. Parce que dans notre société, il faut le dire, 30% de notre population est en situation de handicap directement ou indirectement par un proche est concerné. Et 30%, il y a quand même des sujets sur lesquels il faut que ça change. Mathéo Lamblot, bonjour à vous. Bonjour Anthony, bonjour tout le monde. Mais c'est pas pourquoi vous avez un fou rire, Mathéo, j'ai l'impression que c'est à cause de moi. Mais en tout cas, je suis content de retrouver le studio avec vous, Mathéo, parce que vous nous avez bien manqué à Las Vegas. Salim Ejnaini, et lui par contre est venu avec moi, il m'a pas laissé tomber. Salim, bonjour Salim, vous êtes de nouveau à distance. Bonjour Anthony, absolument, ouais, j'ai repris mes distances, voilà. C'est le jet lag. Il faut qu'on aille couvrir le CS de Las Vegas pour que vous soyez avec moi dans le même studio. Avec nous également Martin Rochon de Kinéa, ça fait un moment qu'on vous a pas eu. Merci beaucoup pour votre patience, puisque vous nous attendez quand même depuis un petit moment en ligne par téléphone avant qu'on commence cette émission. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous entend pas très bien, il va falloir peut-être corriger un peu le son. Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France. Bonjour Bruno. Bonjour. Très content de vous avoir là aussi avec nous. Et puis un petit nouveau dans l'équipe, Lucas Granit. Bonjour. Bonjour Anthony, merci pour l'accueil. Alors vous, histoire très personnelle, mais vous dirigez l'école de chien guide dont est issue ma propre chienne guide. Donc je suis très content de vous avoir. Vous représentez l'association Voir Ensemble et le centre indépendant d'éducation de chien guide du cœur. Et avec vous tous, on va essayer de revenir sur une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que notre société est à ce point dangereuse pour les personnes aveugles et malvoyantes? Cela fait écho, évidemment, à ce qui s'est passé le 30 décembre dernier avec le décès tragique d'une personne non-voyante âgée de 42 ans dans la station de métro d'Enfer-Rochereau qui a perdu la vie lorsqu'elle malheureusement s'est faite heurter par un métro. Et donc cette question avec vous, Mathéo Lamblot, arrêtez de rire. C'était pas drôle. Je toussais. Pardon. Non, je toussais. Oui, non, mais je n'allais pas faire de bafouille. Voilà, donc on va tâcher de répondre à cette question avec vous, mes amis. Mais avant ça, on a un petit coup de cœur de votre part, Mathéo. Oui. Un petit coup de cœur. Effectivement, vous avez peut-être entendu parler de Bayeux cette semaine, mon cher Anthony, non pas pour sa célèbre tapisserie, mais pour son club de football, le Bayeux FC. Les Normands qui évoluent dans le championnat de Régional 1, la 6e division du football français, recevaient mardi l'Olympique de Marseille en 16e de finale de la Coupe de France. Si le rêve a tourné court sur le terrain avec une élimination et une défaite 9-0, l'essentiel était bien ailleurs pour les Bayeusiens. Ce match leur a permis de rassembler licenciés du club, familles et associations locales. Et parmi ces licenciés, il y avait la trentaine de membres de l'équipe de foot adaptée. Cette section a été l'une des premières de Normandie. Elle fête aujourd'hui ses 17 ans et elle permet chaque jeudi soir à 30 personnes en situation de handicap mental de venir participer à des séances de 2 heures ou bien des tournois. Et si cela a été rendu possible, c'est grâce à un éducateur du club, André Russo, qui encadre cette équipe. Et au-delà de ces entraînements, de ces tournois, ces licenciés sont pleinement intégrés dans la vie du club, comme d'ailleurs nous l'explique cet éducateur André Russo. On en a donc qui sont vraiment dans l'inclusion, dans l'intégration au niveau du club. On en a quelques-uns qui, le samedi soir, lors des matchs de l'équipe première, sont à aider les bénévoles pour cuire les saucisses. On a Régis, lui, qui à chaque week-end, il est là 1 heure avant. Il installe des poteaux sur le terrain d'honneur. Il récupère, il vient aider au niveau du club, au lavage des maillots. Bravo André donc, et au club du Bayeux FC qui nous rappelle que le plus beau des buts, c'est parfois simplement de donner sa place à chacun. Effectivement, moi j'aime beaucoup cette histoire. Salim Ejnaini, ça vous inspire quoi ? C'est une belle démarche d'inclusion par le sport et c'est souvent de très belles histoires qui marquent à la fois les joueurs, les participants et les spectateurs par le message que ça propage. Donc c'est toujours à encourager et plaisant à entendre. Allez les amis, c'était très agréable en tout cas d'entendre parler de cette histoire, mais on va revenir à cette histoire tragique, cet homme de 42 ans qui a trouvé... qui a perdu la vie probablement il rentrait chez lui. L'enquête malheureusement est toujours sous embargo, donc c'est très difficile de raconter dans quelles circonstances
tous ces produits. La seule chose que nous savons, c'est qu'il était à la station d'Enfer-Rochereau à Paris sur la ligne 6. Il était tard et il a cru que la ligne, enfin que le métro qui était en face était celui qui le concernait. Et il est tombé sur les voies, se faisant percuter ensuite par le métro. Les pompiers ont ensuite essayé de le réanimer, sans succès. C'est une histoire tragique qui touche toute la déficience visuelle. Bruno Gendron, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des choses qui ont manqué? Est-ce qu'on avait un trou dans la raquette à ce moment-là? D'abord, la première réaction, c'est évidemment de présenter les condoléances à la famille et de déplorer ce triste accident. Et de dire aussi que effectivement il y a un métro qui par certains côtés manque de sécurité, et ce d'autant plus que les voyageurs déficients visuels, mais pas que, circulent de plus en plus en autonomie. Donc on est dans une société de plus en plus inclusive, donc avec par définition plus de personnes qui se déplacent. Et donc il faut en augmenter la sécurité. C'est pas le seul argument, bien sûr, mais le risque de tomber dans la fosse du métro, il est évident, à la fois pour les personnes déficientes visuelles, c'est d'elles dont on parle ce soir, mais aussi pour tout un chacun. Dans le cas d'un mouvement de foule, par exemple, eh bien, je pense que la protection des voyageurs, ça doit être, à mon sens, une priorité. Qu'est-ce que le collectif handicap visuel, Mathéo, nous dit à travers son communiqué de presse? Alors, le collectif handicap visuel appelle Île-de-France Mobilité et la RATP à prendre des mesures pour accélérer la sécurisation des quais de transport. Ce communiqué dit que ce drame est un rappel tragique du manque d'accessibilité dans les transports franciliens qui explose. Entre autres, les voyageurs déficients visuels à des risques graves. Le collectif français du handicap visuel, engagé pour des mobilités accessibles à tous, dénonce la persistance de ces dangers qui éloignent les usagers aveugles et malvoyants des transports publics. Personne ne devrait risquer sa vie pour effectuer ces déplacements quotidiens. Nous appelons Île-de-France Mobilité, la RATP et les autres opérateurs concernés à renforcer la sécurité des transports en généralisant les façades de quais dans le métro parisien, en accélérant le déploiement des bandes d'éveil de vigilance sur les quais et les escaliers non équipés des stations et des gares d'Île-de-France. Et dernier point, en renforçant significativement le budget consacré à l'accessibilité du réseau afin que les opérateurs puissent mener les travaux nécessaires à la sécurité et à l'autonomie des usagers en situation de handicap. Ensuite, ce communiqué rajoute que l'inaccessibilité des transports entrave la liberté d'aller et de venir des personnes aveugles et malvoyantes. Elle freine leur participation sociale, perpétuant les phénomènes d'isolement et de dépendance. Oui, bon, je pense qu'on a globalement compris ce qui est dit dans ce communiqué. Lucas Granit, je me tourne vers vous. Vous représentez l'association Voir Ensemble et le centre indépendant d'éducation des chiens guides du cœur. Quand vous entendez ce communiqué, est-ce que chez Voir Ensemble, dans l'école de chiens guides que vous représentez, vous souscrivez intégralement à ces volontés, ou vous pensez que le problème est ailleurs ? Non, je crois que le problème est ailleurs, et je crois que la première liberté de circuler entravée, c'est pas nécessairement celle des déficients visuels, en tout cas dans le métro parisien, mais c'est peut-être plus celle de nos concitoyens handicapés moteurs qui se retrouvent pour le coup beaucoup plus bloqués que nous. Alors, il y a au-delà de ce drame qui est absolument tragique, je crois qu'il y a un vrai sujet de fond sur évidemment la sécurisation des stations qui est en cours, ou en tout cas largement mise en place par Île-de-France Mobilité. On le voit avec l'arrivée des nouvelles lignes et notamment l'automatisation de la ligne 4, donc la mise en place de portes palières. Moi, je crois surtout que ce drame, bien que absolument tragique, est un cas isolé, finalement, puisque le métro est emprunté quotidiennement par des milliers de personnes déficientes visuelles. Des milliers de personnes déficientes visuelles. Millions, je suis pas sûr, mais des milliers de personnes déficientes visuelles. Et fort heureusement, des cas comme ça ne nous sont pas relatés fréquemment, et heureusement. Mathéo Lamblot, combien d'accidents on a par an ? On n'entend pas Mathéo.
Une trentaine par an. Une trentaine par an. Ouais. Une trentaine par an. Et là, c'est, comme vous le dites, Lucas Granit, un cas qui nous est remonté. Et je crois que le dernier en date était il y a très très longtemps. Martin Rochon, je me tourne vers vous. Vous êtes concepteur de solutions qui visent à justement faciliter le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes dans leurs déplacements et à améliorer la sécurisation de leur parcours. Vous avez forcément un œil d'expert sur la question, ça nous intéresse. Oui, merci de me donner la parole. En réalité, j'entends tout ce qui est dit. Je ne crois pas qu'il faille opposer les handicaps pour savoir qu'est-ce qu'il faut rendre accessible ou pas rendre accessible. Moi, mon point de vue, il est assez simple sur ce sujet. C'est qu'il y a des solutions techniques qui sont simples à mettre en œuvre, qui permettent à des personnes en situation de handicap et notamment de déficience visuelle de prendre des décisions. Nous, en tant que voyants, on sait quand le métro est là ou pas. Le principe de la loi de 2005, l'objectif est de doubler l'information dans la bonne modalité pour que tout le monde ait accès à l'information. Donc pour qu'une personne déficiente visuelle ait accès à l'information, il faut du son. C'est ce qu'on fait depuis 1993 pour permettre d'aider les personnes déficientes visuelles à prendre la décision de traverser ou non la rue. C'est ce qu'on appelle les feux sonores. Aujourd'hui, c'est massivement utilisé. On sait que c'est ce qui permet de doubler l'information visuelle, le son. C'est facile à mettre en œuvre. Et donc, en attendant d'installer des portes palières dans tout le métro parisien, en attendant d'avoir des ascenseurs, en attendant de permettre à tout le monde de se déplacer de manière autonome et spontanée, on peut mettre en place des solutions simples qui peuvent permettre d'éviter ce genre d'accident parce que ça peut être tous les 10 ans. Quand c'est ton père, ta mère ou ton gamin, je crois que c'est tout aussi dramatique. C'est Mejnani, très rapidement, parce qu'après on doit faire la pause. Ouais, je crois qu'effectivement le sujet des gros travaux, de mise en place de portes palières, etc. On a une nécessité, c'est sûr et certain, en dehors de la déficience visuelle. Combien de fois on a des cas justement relatés de pousseurs bien connus dans le métro ou d'accidents de RIX qui finissent mal. Néanmoins, c'est des investissements coûteux, chers et qui font peur à IDF Mobilité, qui font peur à la RATP et qui mettent du temps parfois à envoyer au calendes grec. Je pense que ce que dit Martin et ce dont il est question sur du balisage audio sonore au niveau des portes, comme on le voit dans les TGV, dans les TER, une info pour prendre la bonne décision quand on n'est pas doté de la vision ou d'une bonne vision, ça peut être une étape plus qu'intéressante, une information sécurisante à la fois pour l'utilisateur non-voyant, malvoyant et pour tout un chacun dans un mouvement de foule. Bon, la société est-elle à ce point dangereuse pour les personnes aveugles et malvoyantes? La question reste entière et on va continuer avec mes invités d'essayer de répondre à cette question. Vous bougez pas, on fait une courte pause et on revient juste après sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur Sud Radio avec Faut que ça change, l'émission qui parle de handicap chaque semaine. 30% de la population est concernée, directement ou indirectement. Et c'est pour ça qu'ici, on en parle. On est la seule radio à le faire d'ailleurs. La seule radio aussi à avoir plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur sudradio.fr également. En podcast, toujours à mes côtés, Mathéo Lamblot, Salim Mejnaini qui est à distance. Avec nous, nos invités, Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, aveugles de France, plus simplement. Lucas Granit, qui lui est représentant de l'association Voir Ensemble et aussi du centre indépendant d'éducation de chiens guides du cœur. Et puis Martin Rochon, qui est directeur général de Okinéa. Mais pour reprendre cette deuxième partie, ça ne serait pas possible si on ne faisait pas notre story de la semaine. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. Salim Mejnani, aujourd'hui, vous nous parlez de quoi ? Aujourd'hui, je vous parle de l'accessibilité quand elle recule. On a l'habitude d'entendre parler de l'accessibilité qui n'avance pas assez. Sachez que parfois, elle régresse. C'est le cas notamment à la ville de Bordeaux. Il y a un hub assez connu au niveau de la Porte de Bourgogne, qui est un arrêt très fourni du tramway de Bordeaux, qui relie à la fois les lignes A, C et D de la ville. Eh bien, sachez que des travaux ont été faits récemment de réfection d'un des quais qui était supposé remettre en place aux normes au niveau de la hauteur notamment du quai et renforcer un peu la structure. Le quai était accessible
inaccessible. Il n'y avait aucun problème, 2 pentes douces des 2 côtés. Eh bien, quelle ne fut pas la surprise des utilisateurs en fauteuil roulant et des utilisateurs de poussettes notamment, de constater après les travaux que d'un côté, il y avait toujours la pente, mais de l'autre était apparue une grosse marche. Non. Donc, le quai rendu inaccessible suite aux travaux. Grande complexité pour avoir des réponses du côté de la ville. Nous dit-on que c'est un problème d'angle, voilà, de la trigonométrie, comme quoi ça empiéterait si on devait faire une pente sur le passage piéton, alors que jusque-là, ça fonctionnait très bien sans problème. Donc voilà, en pratique, un fauteuil roulant doit faire tout le tour, passer de l'autre côté, ce qui est bien pratique quand on est pressé, qu'on a son tram juste devant et que voilà, on a un risque supplémentaire de le louper. Bon, effectivement, il y a de quoi trouver ça étonnant. Martin Rochon, je me tourne vers vous. C'est souvent comme ça, finalement, dans l'accessibilité. C'est quelque chose qui marche un peu à l'envers. Mais en fait, ça c'est très simple, c'est la théorie du contact de Gordon Allport qui date de 54. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'est pas concerné par un sujet, c'est compliqué de le comprendre. Et donc, en l'occurrence, vu qu'on ne se pose pas la question de l'expérience, avant qu'il y ait des lois, des réglementations et des normes, il y avait des échanges avec des usagers qui avaient des besoins, on pensait à l'expérience et les pentes, par exemple, parce que c'était ce qui était cité, elles étaient à 2%. Et puis à un moment, on normalise, on réglemente, et il y a un consensus pour dire que 5% c'est vraiment le maximum acceptable, mais on peut monter jusqu'à 5% pour certains cas. Et maintenant, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre... Pour 1 mètre de descente, hein. Oui, pour 1 mètre de descente. Et donc, maintenant, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle se disent 5% c'est la norme. Et donc, en fait, on a perdu 3-4% d'usage. Et puis, de toute façon, il y a des non-conformités et donc des possibilités aussi de déroger. Donc, on perd petit à petit l'avance qu'on avait. Mais alors, si je reviens à notre histoire tragique du 30 décembre avec cet homme de 42 ans qui perd la vie parce qu'il tombe dans les voies et cet homme est non-voyant, je dis pas que c'est la causalité, mais non. Du coup, est-ce que là, il y a un problème de réinterprétation des normes ou des choses qui n'ont pas été faites du côté de la RATP, d'IDFM? Martin Rochon? Alors, fait ou pas fait, je sais pas juge, moi. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a 2 choses. Un, il y a beaucoup d'endroits quand même où quand quelque chose tombe sur la voie, et qui plus est un humain, on arrête le trafic. C'est automatique. Donc ça, c'est d'un point de vue technique pour tous, parce que tout à l'heure, on parlait des mouvements de foule et tout ça. Et normalement, quand quelqu'un tombe sur une voie en 2026, on pourrait imaginer que le trafic est capable de s'arrêter tout seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est censé permettre à une personne déficiente visuelle de prendre une décision en doublant tout ce que les voyants voient grâce à soit du son, soit du podotactile. Le podotactile, les bandes d'éveil de vigilance, tout ça, c'est statique. Donc, je ne peux pas donner une information dynamique. Le métro est là, le métro est pas là. Donc, je me tourne vers les balises sonores, la même chose que les feux sonores. Les bandes podotactiles, c'est les petits clous qu'on a au sol au bord des quais, et qui disent, en l'occurrence, par contre, les rails sont là. Ouais, qui disent attention, il y a le vide, mais c'est tout. Voilà. Mais cet exemple-là des bandes d'éveil, ça a été déployé massivement et tout le monde est bien content qu'il y ait des bandes d'éveil, ça sert aux enfants, etc. Et le son, c'est pareil. Il faudrait un code sonore qui se déclenche, qui permette de dire le métro est à quai ou le métro n'est pas à quai. Pour information, on a des bornes d'infos voyageurs sur tous les quais de métro parisiens qui nous disent le métro arrive dans 5 minutes, etc. Nous, voyons, on a cette info. Ouais. Donc pourquoi une personne déficiente visuelle n'a pas l'information au bon moment? Ce qui s'est passé, Martin Rochon, et en tout cas ce que l'enquête préliminaire a relaté, c'est que la personne, cet homme de 42 ans, a cru que son train était arrivé alors que c'était le son du train d'en face. Et c'est ça finalement que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il n'avait aucun moyen d'être sûr que c'était bien son train qui était à quai et non celui d'en face. Évidemment. Parce qu'on n'a pas de système d'aide à la décision. Mais une fois de plus, on serait en 95, je comprendrais qu'on se gratte la tête. Mais ça fait depuis 1993 qu'on déploie des feux sonores pour exactement la même chose dans toutes les rues de France. On a eu déjà la discussion à votre micro, on a la discussion avec les différentes autorités. Il faut du son déclenchable avec une télécommande normalisée. Tout le monde est d'accord, ça fait consensus. Ouais. Lucas Granit, j'aimerais vous entendre sur ce qu'a dit Martin Rochon.
Je rejoins Martin, évidemment, sur cette analyse qui me semble être très fine. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, et j'entends beaucoup d'associations parler de porte palières, de mise en place de porte palières. Tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, comme l'a dit Martin, et très justement, tous les quais de métro, absolument tous, sont équipés de haut-parleurs pour les informations, pour tout un tas d'informations qui peuvent être envoyées. Eh bien, je pense, en tout cas, j'imagine que la mise en place d'un avertisseur sonore à l'arrivée d'un métro à quai ou à son départ, on peut tout imaginer, n'est pas si compliqué que ça techniquement à mettre en place, et en tout cas beaucoup moins coûteuse que de mettre en place des portes palières qui, elles, vont déjà de toute façon demander un temps considérable d'installation pour couvrir les plusieurs centaines, 300 et quelques, je crois, stations parisiennes. Bruno Gendron, vous êtes président de la... Oui, pardon. Pour rebondir, Martin Rochon. Je le confirme, ce n'est pas compliqué. C'est industrialisé avec des produits fabriqués en France et on sait le mettre en œuvre. Bruno Gendron, vous êtes président de la Fédération des aveugles de France. Il y a quand même quelque chose de fondamental. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, Salim Ejnaini également, que finalement, les personnes aveugles, avec un incident pareil, ça démontre bien qu'elles ne doivent pas sortir toutes seules. J'ai même lu un communiqué d'une association que je ne citerai pas, qui a dit que la société, et c'est pour ça que je vous pose la question, est à ce point dangereuse pour les personnes aveugles et malvoyantes. Je trouve qu'il y a un biais là qui est quand même dangereux. Pour autant, je crois quand même que, et votre association y participe grandement, mais il y a de la locomotion, c'est-à-dire l'apprentissage, expliquez-nous d'ailleurs ce que c'est, de comment j'analyse le risque et comment je me mets en sécurité quand je suis non-voyant. La Fédération des aveugles de France, effectivement, forme les professionnels de la locomotion. Alors, c'est un terme de jargon pour expliquer un petit peu l'ensemble des outils, les méthodes de déplacement des personnes déficientes visuelles, à la fois en toute autonomie, mais aussi en toute sécurité. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la manière dont la personne elle-même se met en sécurité. Et puis, bien sûr, il faut que ce soit sur un espace qui soit le plus sécure possible. Sur la distinction entre les portes palières et les balises, moi je crois que, et c'est l'ancien économiste qui parle, on est dans des logiques de court moyen terme versus la logique de long terme. Je crois que la ligne d'horizon, c'est quand même que le métro soit sécurisé avec des portes palières. Et la logique de moyen court terme, c'est qu'effectivement, on ait des outils d'aide à la décision faciles à mettre en place. Et encore une fois, là où je partage l'avis de Luc, c'est de dire que effectivement, Lucas, pardon, c'est que effectivement, il y a eu le décès. Et on ne peut que le déplorer de cette personne déficiente visuelle, mais la sécurisation des voyageurs, c'est la sécurisation de tous les voyageurs et l'accès de tous les voyageurs. Martin Rochon, est-ce que la société est à ce point, du coup, dangereuse pour les personnes déficientes visuelles ? Je pense que la société est dangereuse quand elle est inaccessible. Par contre, nous avons les moyens, très largement, de pallier à ça. Et en fait, ce qui me pose toujours question, c'est que quand on parle de besoins spécifiques comme celui de la déficience visuelle, d'un coup on se dit ah oui, mais peut-être que ça coûte cher, peut-être que c'est compliqué. L'installation des bornes d'info voyageurs sur tous les quais de métro, personne ne s'est posé la question de combien ça coûtait. On était dans l'expérience usagée, on se dit ce n'est pas possible qu'on attende bêtement le métro ou qu'on mette l'oreille sur le sol parce qu'on n'est pas des Indiens. Donc on a besoin d'une borne d'info voyageurs. Pourquoi quand on parle de déficience visuelle alors qu'il y a un mort, on se pose la question du budget? Merci Martin Rochon, vaste sujet qu'on a pu aborder avec vous. Est-ce que la société est-elle à ce point dangereuse pour les personnes déficientes visuelles ? Je comprends que non, si on y met quand même les moyens. Merci Martin Rochon, directeur général de Okinéa, d'avoir apporté votre regard d'expert. Merci Mathéo Landau. À la semaine prochaine sur Sud Radio. Avec vous, merci Lucas Granit. Vous êtes représentant de Voir Ensemble et du Centre indépendant d'éducation des chiens guides du cœur. Merci Salim Ejnaini. Et puis merci Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Faut que ça change. Et là, vous retrouvez tout de suite Alexandre Donovan pour C'est votre avenir. Très belle suite de journée sur Sud Radio.